Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à notre belle conférence du Master Droit et Régulation des marchés sur le thème de la gestion des services en gare de voyageurs face à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné. Merci à vous, Madame la professeure Lagiane Meyer, d'avoir pu vous rendre disponible pour cette conférence. Merci également à Clémentine Mange-Matin et à Bruno Mercader de chez Transdev, également à Madame Laetitia Guibou de Gare et Connexion, Madame Christelle Paolo et Monsieur Jean-Alexandre Blanchard d'IDFM d'avoir pu vous rendre disponible. Sans attendre, parce qu'on va directement commencer par une petite introduction de la professeure Madame Lagiane Meyer sur l'ouverture à la concurrence de façon assez générale sur les services conventionnés pour ensuite enchaîner sur le reste de la conférence. Donc je vous en prie, Madame, si vous êtes prête. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Université Paris-Dauphine, donc dans cette belle salle Raymond Aron. Je voudrais commencer tout d'abord par féliciter nos deux étudiants du Master Droit et Régulation des marchés. Donc c'est un master que je co-dirige avec le professeur Claudie Boiteau. Ce master, les étudiants de ce master sont cette année extrêmement dynamiques et on en a un exemple avec cette conférence sur ce thème tout à fait essentiel de la gestion des services en gare de voyageurs face à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné. Alors vous m'avez confié la tâche d'introduire, donc je vais essayer de le faire rapidement en présentant en quelques minutes le contexte dans lequel s'inscrit cette conférence. Alors quel est le contexte ? Évidemment, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire interne des voyageurs et plus précisément celui des services conventionnés. Première précision peut-être pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec le monde ferroviaire, même si je vois qu'on a nos étudiants, donc normalement tout le monde devrait à peu près le savoir, quelques mots sur ces services qui vont nous occuper ce soir. Les transports ferroviaires conventionnés, c'est tout d'abord les transports au niveau régional, puisque depuis 2002, les régions sont devenues, après une expérimentation, autorité organisatrice d'abord de transport, puis aujourd'hui de mobilité. Et ces transports régionaux font l'objet d'une convention de service public entre donc l'entreprise ferroviaire et l'AO. Elles sont plus connues sous le nom de TER. Mais on a également les transports conventionnés au niveau national, puisque l'État est depuis 2010 autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire, les TET, et puis on verra également, puisqu'on a un représentant d'Île-de-France Mobilité, qu'Île-de-France Mobilité est l'autorité organisatrice des transports pour les transports parisiens et franciliens, enfin de la région parisienne, disons, le terme n'est peut-être pas tout à fait exact. En dehors de cela, la deuxième précision, c'est la question du calendrier de l'ouverture à la concurrence, puisque cette ouverture à la concurrence est un long processus qui a commencé depuis au niveau européen avec la directive de 1991 pour s'achever avec le 4e paquet ferroviaire en 2016 et que surtout en France, on sait que la transposition fut lente, progressive et que c'est la loi du 27 juin 2018 qui a acté finalement l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire interne des voyageurs, tant pour les services librement organisés, donc les SLO, dont on ne va pas parler ce soir, même si la question des gares se pose aussi, que pour les services conventionnés. Pour les services conventionnés, le calendrier était un peu différent puisqu'on avait une période transitoire entre le 3 décembre 2019 et le 25 décembre 2023, au cours de laquelle les autorités organisatrices de mobilité disposaient d'un choix entre attribuer les contrats directement sans mise en concurrence, à l'opérateur donc historique ou mis en concurrence. C'est finalement que depuis le 25 décembre 2023 que tous les nouveaux contrats de service public de transport ferroviaire doivent être attribués après mise en concurrence, sauf exceptions qui ont été prévues par le règlement SP, mais finalement il faudra quand même attendre 2033 pour que tous les transports conventionnés fassent l'objet d'une telle mise en concurrence, puisque pendant la période transitoire, la possibilité d'attribution directe pouvait se faire pour 10 ans maximum. Et puis, on a un cadre réglementaire propre pour les services conventionnés en Île-de-France, un calendrier spécifique avec une mise en concurrence des Transiliens entre 2023 et 2032, donc finalement quand même qui peut aller jusqu'à une date aussi assez tardive. Alors, dans ce contexte de cette ouverture à la concurrence, et à partir du moment où de nouveaux opérateurs peuvent et vont entrer sur le marché conventionné. Donc on a ici Transdev qui sera le premier exploitant, nouvel entrant à assurer dès le 29 juin 2025 une liaison intermétropole régionale Marseille-Toulon-Nice.
À partir de ce moment-là, l'enjeu des services en gare devient encore plus fondamental en ce qu'ils permettent l'accès au train depuis l'espace public. En droit des transports, les gares ferroviaires sont des installations de services et en droit de la concurrence, elles sont considérées comme des infrastructures essentielles, c'est-à-dire des infrastructures non duplicables, indispensables à la production du service ferroviaire. Et là, évidemment, l'introduction de la concurrence va conduire, ou a déjà conduit d'ailleurs, à une évolution de la gestion des gares en France, dans la mesure où il faut désormais assurer ce qu'on appelle le leitmotiv communautaire aux entreprises ferroviaires un droit d'accès dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de services et donc, dans notre cas, aux services et prestations fournis dans les gares de voyageurs. Alors, qu'a fait la loi du 27 juin 2018 dans ce contexte? Elle a tout d'abord fait évoluer l'organisation antérieure et nous avons Laetitia Guibou qui va nous présenter l'entité juridique qui est désormais SNCF Gare et Connexions, qui est devenue filiale de SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructures, et qui a pour mission la gestion unifiée des gares de voyageurs, qui est devenue une SA, sachant que ce qui est important de noter, c'est qu'avant, Gare et Connexions était une direction sans personnalité juridique de l'EPIC SNCF Mobilité. Je ne rentre pas plus dans le détail. Deuxième élément, avec la loi de 2018, c'est la mise en place d'une régulation tarifaire de certains services en gare pour assurer, là encore, l'accès dans des conditions équitables, transparentes, non discriminatoires aux différents transporteurs et le rôle de l'autorité de régulation des transports, notamment dans le cadre de l'élaboration du document de référence des gares de voyageurs, du DRG, est importante, tant sur la partie tarifaire, avec des avis conformes, que sur la partie non tarifaire. Je ne vais pas non plus dans le détail. Je ne vais peut-être pas non plus vous présenter les services en gare, juste 3 éléments rapides, encore une fois, pour ceux qui sont moins familiers avec ces notions-là, parce que ce n'est pas extrêmement simple. Quelles sont ces prestations, ces services régulés en gare? Ils sont variés. On les trouve dans le décret du 20 janvier 2012, le décret 2012-70, et ils comprennent donc des prestations de base unifiées, qui doivent être fournis à tout transporteur présent en gare dans le cadre d'un contrat d'accès à la gare. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais il y a évidemment la mise à disposition, l'entretien des bâtiments, des espaces, équipements nécessaires à l'accueil des voyageurs, à l'accueil des voyageurs au train, à l'accès des voyageurs au train. Je vais passer pour aller vite, mais il y a évidemment aussi la mise à disposition d'espaces pour des opérations de vente de titres pour les transports ferroviaires, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train et d'autres choses. Et à côté, il y a des prestations complémentaires et des prestations connexes. Et à côté de ces prestations régulées, il y a des prestations non régulées. Dernier élément de l'introduction pour vous dire que, je crois que c'est vraiment le cœur de la discussion ce soir, qu'il existe aujourd'hui 3 modes de gestion des services en gare qui sont différents. Le premier, la gestion propre par SNCF Gare et Connexions pour les grandes gares, les gares multitransporteurs. Et SNCF Gare et Connexions donc s'est saisi de la faculté d'exploiter ces gares en propre dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et je crois, sous votre contrôle, qu'elle gère environ 46 gares multitransporteurs. Deuxième possibilité, la gestion par un transporteur intégrateur, qui est le modèle actuel, disons. La gestion est déléguée à l'entreprise ferroviaire utilisant les gares, aujourd'hui SNCF Voyageurs. Et le troisième modèle, donc la gestion par une autorité organisatrice de mobilité, qui a été mis en place par le décret Gare du 20 juillet 2021. Ce mécanisme prévoit la faculté pour les AOM de demander à SNCF Gare et Connexions de se voir déléguer la gestion de certaines gares. Je ne vais pas plus loin, je ne veux pas entrer dans le détail, j'essaie de ne pas empiéter sur vos présentations et sur les débats, mais simplement pour dire que notamment le modèle transporteur-intégrateur est quand même un modèle qui pose problème dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et qui pose problème quant à sa compatibilité avec les exigences du droit de la concurrence. Quelques questions, peut-être auxquelles répondrons-nous. Quid de sa pertinence, de sa pérennité, lorsque plusieurs opérateurs autres que SNCF Voyageurs opéreront et desserviront les gares gérées sur ce modèle? Comment assurer le bon fonctionnement concurrentiel de ces gares, dans le cas, encore une fois, où plusieurs services conventionnés accéderaient à la même gare? De la même façon,
il est sans doute intéressant d'évaluer aujourd'hui le modèle des gares, alors monotransporteurs, mono-AOM, issus du décret gare. Est-ce qu'il va être davantage mobilisé à l'avenir? Quels sont les obstacles à son application? Telles sont sans doute les questions auxquelles les débats de ce soir vont répondre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Merci pour cette introduction, Madame le professeur, qui était très claire et qui a pu bien poser le contexte de notre conférence. Donc, on va pouvoir passer à notre première partie sur les modes de gestion de gares de voyageurs et leurs services. Donc, je vais laisser la parole à Laetitia Guibou, directrice juridique et conformité de SNCF Gares et Connexions. Merci. Alors moi déjà, je voulais vous dire que je suis ravie d'être là et ma présence ici est aussi pour remercier Aurore Gauthier, qui est en alternance au sein de SNCF Gares et Connexions, et puis tout le corps enseignant de Dauphine, et vous particulièrement, Madame Aurore Lager-Anamayer, pour le travail de qualité que vous faites avec ces étudiants qui nous permettent d'avoir des étudiants en alternance qui sont efficaces, opérationnels, et puis qui nous challenge aussi parfois par leurs questions, par leur regard neuf sur nos métiers. Donc voilà, je crois vraiment en l'alternance, et donc je suis vraiment très très contente d'être là et puis de voir le dynamisme de nos étudiants qui ont œuvré pour organiser cette conférence et puis qui nous ont rassemblés autour de cette table, parce qu'effectivement, on va le voir, il y a des questions qui se posent encore, il y a sûrement des irritants de part et d'autre, mais c'est très important de pouvoir dialoguer et échanger entre nous aussi sur ces sujets. Voilà, donc effectivement, moi je suis la directrice juridique conformité et contrôle interne de SNCF Gares et Connexions, et je voudrais déjà peut-être rapidement vous présenter SNCF Gares et Connexions. Alors le professeur Anamayer a déjà un peu décrit les différentes séquences de l'ouverture de la concurrence pour les gares, et effectivement aujourd'hui, depuis la dernière réforme ferroviaire, SNCF Gares et Connexions est une SA autonome, filiale de SNCF Réseau, et surtout ce qu'a fait la réforme, c'est qu'elle a unifié les actifs de Gares et Connexions, parce qu'avant, il y avait une partie des actifs qui appartenaient, dont les quais qui appartenaient à SNCF Réseau, et l'autre partie qui appartenait à l'EPIC Mobilité. Donc la SA voyageurs, c'est une valeur d'actifs en VNC qui était multipliée par 2, une surface de bâti multipliée par 12, une surface de terrain multipliée par 2. Donc voilà, pour l'entité gare, avec la réforme, on a changé de dimension en termes de gestion d'actifs. Et puis le deuxième élément, donc effectivement, issu de la loi de 2018 et puis de la loi LOM aussi, dans ces statuts, Gares et Connexions a 3 grandes missions. Ce qui nous occupe aujourd'hui principalement, qui est l'objet de cette conférence, c'est comment on peut offrir un service public transparent et non discriminatoire aux entreprises ferroviaires. Mais on a aussi d'autres missions qui sont peut-être un peu moins connues, qui est de favoriser la complémentarité des modes de transport individuels et collectifs. Donc on est un acteur de l'intermodalité. Et puis on participe aussi, on contribue au développement équilibré des territoires. Voilà, ce sont les 3 grandes missions qui sont inscrites dans les statuts de SNCF Gares et Connexions. Gares et Connexions en quelques chiffres clés. Donc c'est un patrimoine d'à peu près 3000 gares. C'est un peu plus de 4000 collaborateurs. Mais c'est surtout à peu près une présence en gare de 15 000 personnes quand on comprend tous les prestataires et tous les acteurs en gare. Et puis, vous avez commencé à l'évoquer, c'est en chiffre d'affaires, on a deux sources de revenus. Donc, effectivement, ce qu'on appelle les prestations régulées, qui sont contrôlées par l'ART, vous l'avez évoqué, et qui vont faire l'objet d'une partie de nos échanges aujourd'hui. Mais c'est aussi les redevances de ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas le régulé, donc c'est les redevances commerciales, c'est notre deuxième source de revenus.
Peut-être aussi pour compléter, puisqu'on est dans les chiffres clés, pour se rendre compte des ordres de grandeur, c'est à peu près 10 millions de visiteurs quotidiens dans ces 3000 gares. Et puis, puisque IDFM est là, donc 3,4 millions rien qu'en Île-de-France qui fréquentent nos gares tous les jours. Voilà, et puis c'est à peu près 1 million de personnes à mobilité réduite qui sont accompagnées chaque année par les services. Voilà, pour vous donner quelques chiffres sur Gares & Connexions. Et puis Gares & Connexions, donc du coup, elle s'inscrit dans un écosystème qui est assez large, parce que du coup, on est en relation avec les entreprises ferroviaires comme Transdev. On est en relation avec les commerçants en gare, donc c'est une relation en B2B. On est aussi ce qu'on appelle un ERP, donc un établissement qui accueille du public. Donc on a un lien avec le voyageur et l'usager de nos commerces. Et puis enfin, on est en relation avec nos autorités organisatrices de mobilité, qui sont nos principales financeurs aussi, parce que SNCF Gares & Connexions fait à peu près 1 milliard d'investissements par an qui sont financés à 80%. Voilà, donc notre relation et le dialogue qu'on a aussi avec ce qu'on appelle les AOM, comme IDFM, est extrêmement important pour nous, et puis aussi donc avec l'État, qui est notre tutelle et notre actionnaire final. C'est moi qui... Ah non, pardon, c'est moi. Pardon. Voilà, c'est moi qui ai fait une erreur de manip. Donc effectivement, l'ouverture à la concurrence. Donc là, on va aujourd'hui surtout parler du transport conventionné, mais on a aussi à garder en tête donc ce qu'on appelle le SLO. Donc c'est l'arrivée des services librement organisés, entre guillemets pour le grand public, le TGV. Donc c'est les dessertes que font Trenitalia et Renfe, par exemple, dans nos gares. Et donc dans ces gares-là, ce qu'on appelle nos gares multitransporteurs, qui sont les grandes gares dans lesquelles il y a à la fois des acteurs du SLO et du conventionné. Là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les missions de gare, elles sont exercées par SNCF Gares & Connexions et son personnel. Dans les autres gares, alors que nous, on appelle monotransporteur, mais on va en parler tout à l'heure, c'est un abus de langage et c'est un raccourci. Ça va être l'objet de nos échanges. L'exploitation, elle est historiquement réalisée par ce qu'on appelle un modèle de transporteur intégrateur, c'est-à-dire que l'entreprise ferroviaire assure elle-même aussi des missions de service en gare. Et donc, avec l'ouverture à la concurrence, ce décret monotransporteur, il permet de poursuivre ce régime d'exploitation de transporteurs intégrateurs avec un autre acteur que le groupe SNCF. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce que représente l'ouverture à la concurrence pour nous, pour Gares & Connexions. Aujourd'hui, on avait finalement dans nos gares deux grands types d'exploitation. On avait l'exploitation, enfin historiquement, on avait l'exploitation de type TGV, qui est l'exploitation de type SLO, et finalement Trenitalia, Renfe ont des types d'exploitation qui sont assez similaires au modèle du TGV. Et puis on avait l'exploitation TER. Demain, avec l'ouverture à la concurrence, il va falloir s'adapter à des acteurs de niche qui arrivent, parce que, donc, pour ne parler que de ceux qui sont dans la presse, vous avez vu par exemple le train qui veut développer une offre, c'est le Puy du Fou qui devait développer une offre de train touristique qui va aller de gare en gare. Et donc le train, typiquement, il a des demandes et des besoins d'exploitation qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît déjà. Et puis, avec l'ouverture à la concurrence, les autorités organisatrices de mobilité, elles ont des offres parfois innovantes de nouveaux acteurs. Et donc, il y a des modèles et des besoins qui changent. Et donc, nous, l'enjeu pour nous, c'est pouvoir de s'adapter et de répondre à toutes ces demandes. Donc, pour ça, on est organisé avec une direction client-transporteur qui est vraiment l'interlocuteur unique
des parties prenantes dans les gares. Et puis, dans certaines gares, on a repris en direct, effectivement, les centres opérationnels d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'on a repris l'exploitation en direct des gares. Voilà. Donc, si on revient au décret monotransporteur ou décret gare, plus exactement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a pour objet de permettre la poursuite du modèle du transporteur intégrateur avec l'attributaire des appels d'offres. Donc, quand on dit que le modèle du transporteur intégrateur, c'est un problème dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, je ne suis pas complètement d'accord. C'est effectivement un modèle qui était propre à SNCF et qui ne peut pas se poursuivre dans le cadre de l'ouverture des marchés du transport conventionné. En revanche, et c'est bien l'objet du décret monotransporteur, c'est de pouvoir poursuivre, si l'AOM le souhaite, ce type d'exploitation. Voilà, et donc c'est un choix de l'autorité organisatrice de mobilité de l'activer ou non. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que finalement, à part Île-de-France Mobilité, qui l'a activé dans les lots qui sont ouverts à la concurrence, il a été peu activé, et notamment, donc Transdev en face de moi en région PACA, la région PACA a fait le choix de ne pas activer le décret monotransporteur. Donc, effectivement, dans ces cas-là, SNCF Gare et Connexion s'organise pour reprendre en propre les missions qui étaient auparavant réalisées par TER. Et peut-être, je vais revenir sur la slide précédente, nous, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que ce qui est important pour Gare et Connexion, c'est d'avoir dans chaque région un seul type de modèle d'exploitation. Parce que à partir du moment où une région a fait le choix de ne pas activer le décret monotransporteur, nous, on s'organise pour reprendre donc, du coup, la gestion en direct des gares. Et je pense qu'on va fragmenter l'exploitation si on a une autorité organisatrice de mobilité qui, pour certains lots, active le décret monotransporteur et ne l'active pas pour d'autres lots. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que une AOM, un choix de modèle d'exploitation. Voilà. Voilà. Et peut-être pour rentrer encore plus dans le détail de ce décret, donc ce décret, je vous l'ai dit, il permet de poursuivre un modèle où c'est le transporteur qui réalise certaines missions de gare, mais pas dans toutes les gares, que dans celles qui sont délégables. Et les gares qui sont délégables, ce sont celles pour lesquelles au moins 95% d'arrêts sont réalisés par une ou plusieurs entreprises de transport sous contrat avec l'AOM. C'est pour ça que c'est vrai que quand on dit décret monotransporteur, c'est un abus de langage. IDFM dit décret gare, et c'est vrai que c'est plus exact. C'est décret mono-AOM, si vous voulez. Voilà, donc aujourd'hui, nous, pour Gare et Connexion, on a à peu près 367 gares qui sont monotransporteurs, entre guillemets, et qui sont non délégables. Ce décret, il est conçu en deux grands blocs. Alors là, j'espère que je parle la même langue qu'IDFM, vous parlez de blocs aussi. Le bloc, donc nous, dans notre jargon, on appelle le bloc 1, c'est les prestations qui, justement, étaient historiquement réalisées par l'entreprise ferroviaire. Et donc ça, c'est la région, c'est l'AOM qui décide de l'activer ou non. Donc là, vous avez la liste des missions qui sont dans ce bloc 1. Et le deuxième bloc du décret, c'est des missions qui sont aujourd'hui historiquement réalisées par SNCF Gare et Connexion, et donc qui ne peuvent être activées que sur accord de SNCF Gare et Connexion.
Voilà, donc je pense que IDFM va en parler, voilà, mais IDFM a, lui, fait le choix d'activer le décret monotransporteur pour le bloc 1 et on a accepté qu'il l'active pour le bloc 2. Donc, comment ça se passe pour activer pour mettre en œuvre ce décret monotransporteur, plus exactement? La première étape, c'est une convention bipartite entre SNCF Gare et Connexions et puis l'autorité organisatrice de mobilité, qui organise ensuite son appel d'offres et la signature d'une convention tripartite entre l'autorité organisatrice de mobilité, donc la région, Gare et Connexions, et l'attributaire de la délégation de services publics. Et donc l'objectif de ce décret, c'est de se mettre d'accord sur les prestations. Du coup, oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, c'était que l'autorité organisatrice de mobilité, elle pouvait faire le choix d'exercer en propre les missions du bloc 1. Elle n'est pas du tout obligée elle a le choix de la gestion et de l'organisation de son service. Donc elle peut reprendre des missions du décret gare et les exercer en propre. Elle n'est pas obligée de les confier à l'attributaire de son appel d'offres. Et donc, cette convention bipartite, elle a pour but de concrétiser la manière dont ces missions vont s'exercer et ce qui doit être donné, les fournitures notamment de données qui sont nécessaires de part et d'autre pour permettre le bon exercice de ces missions. Et puis, la bonne tarification de ces missions dans notre document de référence des gares, parce qu'effectivement, ce sont donc des missions qui relèvent des prestations régulées. Et SNCF Gare et Connexions est le gestionnaire unique des gares en France et donc tarifie l'ensemble des prestations dans son document de référence des gares. Donc il faut qu'il y ait un échange entre les parties sur les informations nécessaires pour établir le DRG, notamment. Voilà, et donc le décret donc ce décret gare, il conduit quand même à des relations et à un schéma d'interaction un peu complexe parce que, donc je vous le disais, Gare et Connexions établit le DRG et donc du coup on a bien notre convention bipartite avec l'autorité organisatrice de mobilité, qui a son contrat de service public avec le transporteur, qui est un transporteur intégrateur ou pas, parce qu'elle peut garder aussi donc les missions de gare. Là, sur la slide, c'est un modèle où l'autorité organisatrice de mobilité a délégué les missions de gare à son transporteur, qui les exécute pour le compte de SNCF Gare et Connexions. Voilà, j'en ai terminé pour essayer de vous présenter le fonctionnement de ce décret gare. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole si autour de la table, il y a déjà des questions, des réactions par rapport à cette intervention. On peut peut-être enchaîner. Si, je vais me permettre. Allez-y. Deux petites remarques. Donc, vous ne l'avez pas mentionné, mais le critère de délégabilité, c'est 4. Si vous-même vous nous mettez ça, c'est intéressant. Le critère de délégabilité qui est défini dans le critère, on en parlera sans doute, c'est 95% des arrêts doivent être organisés par une AOM unique. Bon, soyons clairs, hein, soit c'est 100%, soit ça ne marche pas. Voilà. Par exemple, en Ile-de-France, pourtant, on est une AO quand même qui est très très dense sur son réseau. Hein, on n'a pas beaucoup de voisinage. Dès qu'on a des gares où il y a des arrêts, il y a un arrêt TER, cet arrêt TER, le seuil des 5% est assez rapidement atteint. Donc, c'est-à-dire, honnêtement, le cas que vous montrez là, nous, on ne l'a pas. Soit on arrive à tout reprendre et on est tout seul chez soi, soit on n'est pas majoritaire au sens du décret.
et donc on ne peut pas l'activer. Enfin, je crois, je vous ai peut-être des cas exceptionnels où il y a un arrêt de TER ou un arrêt de TGV qui permettent peut-être, mais en tout cas en Ile-de-France, on n'a pas encore le cas, on n'a pas retrouvé le cas. Non, mais en fait, comme il est peu activé aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore, je pense, rencontré toute la configuration des cas possibles. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, aujourd'hui, on n'a pas. Effectivement, on est soit en 100% arrêt sous l'autorité de l'IDFM, soit il n'y a pas d'activation du décret gare. Et effectivement, ça donne une bonne transition parce qu'effectivement, on n'a pas d'autres AOM que IDFM autour de la table, mais on a un opérateur qui traite avec d'autres AOM que IDFM, à savoir Transdev. Et donc, je vous en prie, vous avez 15 minutes pour librement vous exprimer. Mais merci beaucoup pour ce passage de témoin, et je voulais partager l'enthousiasme et la satisfaction de l'organisation de cet échange et l'engagement des étudiants pour s'intéresser à ce dossier qui est très, très technique, mais tout à fait intéressant et sur lequel il reste encore beaucoup de travail à mener. Peut-être juste quelques mots au préalable sur Transdev, donc opérateur mondial et multimodal, en particulier sur le ferroviaire, puisqu'on est présent sur 5 pays, et notamment en Allemagne et en Suède, et également en France. Donc, en France, nous sommes d'ores et déjà, et depuis de longues années, voire plusieurs siècles presque, exploitants sur Carhaix-Guingamp-Paimpol, alors en délégation de SNCF, mais quand même, mais exploitants, et d'ailleurs plus que simple exploitant ferroviaire, puisque nous sommes également gestionnaires d'infrastructures, et nous occupons également des gares. On pourra en redire un mot. Et puis, nous sommes futurs exploitants, mais déjà choisis pour Marseille-Nice à partir du 29 juin. Mais donc là, c'est le premier opérateur, première ligne qui a été attribuée à un opérateur autre que SNCF, et également sur Nancy-Contrexéville, dans un cas de figure encore là aussi particulier, puisque nous sommes à la fois gestionnaires d'infrastructures, exploitants ferroviaires, et en groupement avec NGE, en partenariat avec NGE, nous rénovons la ligne entre Nancy et Contrexéville. Donc là, on sera dans la pré-exploitation a démarré. Nous avons été retenus, on travaille déjà dessus, mais l'ouverture se fera, ce qui s'appelle OSA 2028, donc fin décembre 2027. Et puis, en France, dans notre activité, aujourd'hui, une grosse part aussi de notre activité, c'est de répondre aux appels d'offres, ou plutôt à certains appels d'offres, puisque vous écriviez tout à l'heure, effectivement, maintenant les régions sont obligées de lancer un certain nombre d'appels d'offres. Il y a beaucoup d'appels d'offres. Nous sommes amenés à faire des choix, puisque ça mobilise énormément de ressources pour pouvoir répondre. Et par ailleurs, on regarde du coup attentivement le contenu des cahiers des charges. Et là où on considère que toutes les bonnes étapes, les bons points ne sont pas forcément réunis, eh bien, on préfère ne pas répondre et concentrer nos forces là où nous considérons que les conditions sont réunies pour pouvoir gagner et proposer des services efficaces, bien évidemment. Alors, pour revenir plus particulièrement sur les gares et l'ouverture à la concurrence, j'ai déjà un peu évoqué, je crois qu'il faut qu'on souligne qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure. Dans ceux que nous rencontrons, on va trouver des cas où en fait il n'y a pas de gestion de gare en tant que telle, par rapport à ce qui était évoqué sur les missions de Gares & Connexions. Nous n'intervenons absolument pas sur les missions de Gares & Connexions, et nous sommes simplement utilisateurs des services proposés par Gares & Connexions. C'est l'exemple sur Marseille-Nice, où nous sommes absolument pas présents en termes de mission spécifique gare dans les gares, mais par contre, nous sommes utilisateurs sur les gares de Marseille, Nice, Toulon et toutes les gares intermédiaires. On retrouve d'ailleurs des gares vraiment multitransporteurs et des gares, on va dire, mono-AO, mais sur lesquelles nous n'intervenons pas. Ensuite, on va retrouver des gares sur lesquelles on n'a pas forcément la gestion de gare, mais on va avoir une présence en gare potentiellement importante, avec des guichets de vente. Ça, c'est un deuxième volet. Et puis, dans un certain nombre de cas, on peut retrouver la possibilité de reprendre, ce qu'on a retrouvé dans les appels d'offres, c'est la possibilité de reprendre certaines missions de Gares & Connexions. Donc, un certain nombre de régions ont mis dans leur cahier des charges
la possibilité de reprendre des missions de Gares et Connexions sans activer le décret gare. C'est important de le comprendre en considérant que c'est à l'opérateur d'imaginer les recettes potentielles qu'il pourrait obtenir de la réalisation de ces missions, ce qu'on appelle des recettes annexes. Donc ça, c'est un cas de figure sur lequel on va revenir, puisque ça pose un certain nombre de questionnements. Et puis, il y a un dernier cas qu'on ne va peut-être pas trop traiter aujourd'hui, mais qui est le cas de Nancy Contract-Civil, sur lesquels là, il y a des gares qui sont carrément transférées. Les régions reprennent l'infrastructure une bonne partie de l'infrastructure, donc la propriété de la ligne, dont les gares. Et donc, dans ce cas-là, nous devenons gestionnaires de gares sur les gares en question. Mais on ne va pas trop y revenir, parce que là, dans ce cas-là, les échanges ou les liens avec Gares et Connexions sont relativement faibles. On aura quand même une question qui sera intéressante, qui est la question de la plateforme PMR, puisque je pense qu'il y a peut-être encore un questionnement ou peut-être un trou qu'il faudra regarder s'il est rempli ou pas. Comment les personnes à mobilité réduite qui veulent s'adresser à la plateforme pourront utiliser nos services sur la ligne. C'est une question qu'on a posée à Gares et Connexions, qui est en cours de traitement, mais on imagine qu'on essaiera de trouver la meilleure solution pour que les clients puissent s'adresser à ce service le plus facilement possible. Donc, par rapport à ces cas de figure, on a deux sujets principaux aujourd'hui. Bon, il y a des choses qui fonctionnent, on va pas forcément en parler. On a plutôt envie de parler des sujets sur lesquels on a encore collectivement à progresser. Il y a d'abord les problématiques spécifiques à la mise en œuvre du DRG et de son utilisation. Et donc, je laisserai Clémentine rentrer un peu plus loin dans le détail, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'autorité de la concurrence a noté qu'on pouvait encore collectivement, dans la mise en œuvre, faire des progrès. Et donc, on rentrera un peu plus dans le détail sur les éléments concernés. Et puis, nous avons des questionnements sur l'efficacité opérationnelle et économique liée à la mise en œuvre du décret gare. Je vous ai entendu, Madame Guibou, tout à l'heure. Voilà, ça nous interroge quand on dit soit il y a le décret gare, soit on découpe. Et je comprends que dans ces cas-là, Gares et Connexions reprend complètement l'exploitation. Voilà, ça nous pose des interrogations. Et donc, je voulais rentrer un peu plus dans le détail sur ce point-là. Nous partageons le constat avec vous. Aujourd'hui, très peu de régions ont activé le décret gare, donc IDFM dans des conditions un peu différentes. Et quand on regarde sur les autres régions, à ma connaissance, il y a peut-être Bourgogne-Franche-Comté qui travaille pour le déclencher. Après, Bourgogne-Franche-Comté, voilà, c'est une ouverture qui a été un peu par étapes, hein, puisqu'il y avait d'abord un découpage par lot et des lots qui ont évolué dans le temps. Et donc la région s'est cherchée pour pouvoir positionner un process d'ouverture. Donc là, aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires. Ils travaillent sur la partie intégration des gares, activation du décret gare, mais on n'a pas vu encore opérationnellement comment cela se traduisait. Alors, sur pourquoi, la vraie question, c'est finalement pourquoi ce décret gare qui a été mis en place n'a pas été activé. PACA, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Grand Est, voilà des régions qui sont engagées depuis, pour certaines, longtemps et avant la date limite de 2023 sur l'ouverture, et aucune d'elles n'a déclenché le décret gare. Donc je crois qu'on peut imaginer qu'il y a sans doute une autre analyse, une certaine rigidité dans ce décret gare, d'une part, et puis des craintes, ce qu'on a entendu de la part de certaines régions, parce que dans certains cas, on a pu demander à ce qu'il y ait plutôt une activation, parce que sinon, comment pourrions-nous nous engager sur des recettes annexes si on ne comprend pas comment on va pouvoir exploiter ou intervenir dans les missions de Gares et Connexions sur les gares. Donc, on en conclut que pour les régions, il y a une crainte sur l'application de ce décret gare. Bon, IDFM, une grande autorité organisatrice, a peut-être
une expérience plus ancienne que d'autres régions, a pu s'engager plus sur les engagements qui sont portés par les décrets-gares. D'autres régions, manifestement, ont hésité ou ont été inquiètes de ce sur quoi ça les entraînait d'intégrer le décret-gare. Et l'autre point qu'on voulait souligner, c'est la rigidité du socle. On l'a vu, il y a bloc 1, apprendre, et puis bloc 2, on comprend que c'est à la carte, enfin, ou c'est à la carte, mais avec l'accord de Gares & Connexions. Donc, ça nécessite un travail en amont, d'avoir identifié, mais c'est quand même très rigide. Et quand on regarde par rapport aux problématiques opérationnelles, ça pose quand même des questions sur l'efficacité. Parce que la réalité, c'est que sur une gare, par exemple, on va avoir l'ouverture de la gare qui va être faite par du personnel de l'entreprise ferroviaire qui est présente. Sur la gare d'à côté, il n'y a pas de personnel et peut-être que c'est plus judicieux que ce soit les systèmes qui sont organisés, identifiés par Gares & Connexions pour ouvrir les gares, qui soient utilisés. Aujourd'hui, le décret gare, il ne permet pas d'avoir ce choix d'optimiser, de trouver la meilleure répartition entre ce qui est fait par l'entreprise ferroviaire et ce qui peut être fait par Gares & Connexions. D'ailleurs, on peut estimer que la répartition actuelle qu'il y a aujourd'hui, elle résulte d'un travail de plusieurs années, d'un historique qui a fait que SNCF, dans sa grandeur de groupe, a essayé de choisir les meilleures optimisations pour réaliser ces services. Et donc, nous, c'est un point d'interrogation sur comment garder cette efficacité du service qui a été mise en place progressivement dans le temps avec l'application du décret gare. Je crois que la rigidité du décret gare ne permet pas de conserver cette souplesse. Voilà, sur les points de base liés au décret gare, et puis je laisse la parole à Clémentine pour rentrer un peu plus dans le détail sur le volet opérationnel. Merci. Merci Bruno. Bonsoir à tous et merci pour cette conférence. Je vais compléter un peu le propos de Bruno. On trouvait intéressant de vous faire part ce soir des premières difficultés qu'on a rencontrées dans le cadre de la réponse aux premiers appels d'offres ferroviaires organisés par les régions. Et aussi des difficultés qu'on a pu rencontrer très opérationnelles dans le cadre de la préparation du démarrage de la ligne Nice-Marseille en juin prochain, et qui soulèvent pour nous des risques d'une part d'inéquité de traitement dans la conduite des procédures par les régions et des risques opérationnels aussi qui peuvent pas mettre en péril le démarrage, mais en tout cas prendre du temps et consommer de l'énergie et des ressources aux nouveaux entrants. Donc sur le premier volet, en fait, en lien avec ce que disait Bruno et puis ce que vous disiez, Madame Guibou, le postulat d'entrée qui est que la grande majorité des AOM n'ont pas mobilisé, n'ont pas activé le décret gare. Nous, on a très souvent constaté dans les réponses aux appels d'offres, et ce que commençait à introduire Bruno, un traitement dans les projets de contrat de service public ouverts à la concurrence, avec l'éventualité de la réalisation de prestations pour le compte de Gares & Connexions par le futur opérateur. Mais une éventualité qui était traitée dans le contrat de manière non satisfaisante, et on a très souvent porté le point dans le dialogue avec les collectivités en cours de réponse à appel d'offres pour souligner le risque d'inéquité de traitement, parce qu'on a très peu de données sur les prestations réalisées aujourd'hui par l'opérateur historique pour le compte de Gares & Connexions. Quand on en a, on n'a pas le coût de ces prestations-là. Et quand les projets de contrat nous demandaient de nous engager sur un niveau de recettes et donc un niveau de rémunération de la part de Gares & Connexions pour traiter l'éventualité de la reprise de certaines missions pour le compte de Gares & Connexions, on était incapable d'évaluer ces recettes et de les intégrer dans l'économie générale de nos offres et l'économie générale des futurs contrats.
chose que SNCF Voyageurs peut évidemment faire et chiffrer, puisqu'elle a toutes les données aujourd'hui. Donc, un premier risque d'inéquité de ce point de vue-là, qu'on arrive à traiter avec les régions parce qu'elles nous entendent et que souvent elles détournent ce sujet et parviennent à ne pas prendre en compte ces recettes dans la comparaison et l'évaluation des offres en cours de procédure. Mais pour nous, ça reste quand même un sujet parce que on est dans le flou sur la manière dont le futur opérateur pourra ou non réaliser ces prestations et sur le modèle. Donc, Madame Guivou, vous avez évoqué la reprise, du coup, en cas de non-activation du décret directement par Gares & Connexions, mais on constate que beaucoup de régions anticipent l'éventualité dans laquelle l'opérateur sélectionné à l'issue d'une procédure réaliserait quand même des missions malgré la non-activation du décret monotransporteur. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Deuxième risque de ce point de vue-là qu'on a identifié, c'est que une partie des personnels transférables de l'opérateur historique vers le nouvel opérateur réalise aujourd'hui une partie de ces missions pour le compte de Gares & Connexions sous le régime du transporteur intégrateur. Et du coup, nous, on a un risque de sureffectif parce que ces missions-là ne sont pas comprises dans le socle des futurs contrats. Elles sont potentiellement une éventualité, mais elles ne sont pas rémunérées par l'autorité organisatrice. Du coup, la part de temps de travail réalisé potentiellement aujourd'hui par l'opérateur historique, par ses agents transférables, n'est pas un temps de travail dont on a besoin pour réaliser, nous, notre contrat. Donc là, on a un risque qu'on estime et qu'on va potentiellement intégrer à l'économie de notre offre, ce qui peut pénaliser un nouvel entrant, ce qui peut coûter aussi plus cher à une autorité organisatrice, parce qu'on est dans le flou en fait sur le futur schéma de gestion de ces prestations et sur la manière dont on passe d'un modèle à un nouveau modèle. Donc après, on pourra en discuter, creuser le sujet ensemble. Je ne vais pas détailler davantage. Et le troisième point dont on voulait, qu'on souhaitait aborder, qui est intéressant, c'est le premier retour d'expérience qu'on a sur la préparation du démarrage d'exploitation de la ligne Nice-Marseille par Transdev et des sujets qui sont apparus comme étant potentiellement un peu problématiques avec le gestionnaire de gare. On a eu très peu de visibilité sur cet appel d'offres, mais aussi sur les suivants, sur la manière, l'attribution des locaux dans les gares et l'état des locaux dans les gares. Alors c'est un sujet documents de référence des gares, DRG, etc. Mais on constate qu'il y a assez peu de transparence et d'anticipation de ces sujets-là par globalement les acteurs du secteur, que ce soit autorité organisatrice, gestionnaire de gare, et c'est peut-être des sujets qu'on avait peu vus aussi lors des premiers appels d'offres, mais le fait est que sur Nice-Marseille, on vient tout juste là de sécuriser les locaux de prise de service en gare très tardivement. Il y a des travaux à faire, donc on est très très serré en timing pour faire ces travaux avant l'ouverture. Et on découvre plein de sujets techniques. Là, c'est trop tard pour installer la fibre, donc on met de la 5G. Il y a des sujets avec le système live qui était dans votre présentation, Madame Biguibou, parce qu'on n'a pas les bons formats de données, formatage SNCF, donc il faut qu'on prévoit des retraitements de données. Et voilà, on démine tous ces sujets-là parce qu'on est les premiers sur, en tout cas, du conventionné à faire cette expérience et à soulever les sujets. Mais on espère que voilà, les acteurs vont
se rôder, que les systèmes et d'attribution des locaux et de transparence sur l'état des locaux, on a des sujets aussi place de parking, enfin il y a vraiment des sujets très très opérationnels sur lesquels on a très peu de visibilité en cours de réponse à appel d'offres, et ça pose là un vrai sujet d'équité de traitement parce que l'opérateur historique dispose de toutes ces informations parce qu'il est déjà en gare. Et un sujet de temps de travail, d'organisation pendant la période de préexploitation pour traiter tout ça et être prêt et être à l'heure le jour du transfert d'exploitation. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour... On aura quelques propositions à faire, mais je pense qu'on pourra Bien sûr. en discuter dans la suite. Est-ce que peut-être à chaud, vous voulez répondre, enfin, j'imagine d'ailleurs que vous voulez répondre, Madame Guibout. Oui, moi déjà, peut-être un premier élément de réponse, et notamment quand vous dites qu'il y a des régions qui mettent des missions de gare alors que le décret monotransporteur n'est pas activé et que du coup c'est compliqué pour y répondre. Bah oui, parce que en fait, c'est l'objet de la convention bipartite qui est prévue dans le décret monotransporteur qui normalement doit être signé 16 mois avant le lancement de l'appel d'offres et qui permet justement de traiter tous ces sujets que vous évoquez. Et donc en fait, comme ce dialogue, il n'a pas eu lieu en amont, et ben, il a, voilà, ça se ressent dans la documentation qui vous est fournie. Oui, on partage bien ce point-là, et c'est pour ça que le questionnement qu'on se pose, il est bien sur l'adaptation du décret gare. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un constat partagé, que les régions ne l'ont pas activé. Donc, il y a un vrai questionnement à se poser. Pourquoi elles ne l'ont pas activé? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que demain, elles puissent l'activer? Puisque nous, ce qu'on a comme information, c'est bien, vu les contenus des cahiers des charges, que les régions souhaitent activer une délégation d'un certain nombre de missions auprès des opérateurs. Nous, on a fait un certain nombre de roadshows auprès des régions pour leur expliquer le décret monotransporteur. Là, une partie des slides que vous avez vues, elles ont été faites par la direction juridique justement pour, à destination des opérationnels pour qu'ils puissent les diffuser auprès des régions pour expliquer le mode de fonctionnement du décret monotransporteur. Voilà. Oui. Et c'est très bien, mais ça prouve bien que finalement, c'est dans le décret, dans la manière dont il est applicable aujourd'hui, finalement, ce n'est pas adapté. Vous avez fait tout ce travail didactique. Nous, on pensait même que certaines régions, plus de régions l'auraient pris. Nous-mêmes, on a pu pousser à avoir ce dialogue en amont. Si elles ne l'ont pas fait, c'est que sans doute, ça ne correspond pas du tout à leurs attentes. Donc, je pense qu'on peut partager ce constat. Et moi, ce que je trouve dommageable, c'est l'impact potentiel. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a pas de décret, vous vous organisez pour refaire tout. Or, à l'expérience, et pour avoir moi-même participé à la mise en place des contrats en interne SNCF entre Gares et Connexions et les opérateurs TER de l'époque, j'ai bien vu comment il y avait des sujets d'optimisation collective, qu'à partir du moment où on découpe, on désoptimise. Et l'autre enjeu collectif, il est bien que le ferroviaire demain puisse trouver toute sa place. Donc je pense qu'il y a un sujet qui est vraiment intéressant à partager, et peut-être qu'il peut y avoir d'autres solutions que d'essayer de rentrer dans un cadre qui nous oblige finalement à désoptimiser, et que collectivement, on peut pousser à plus d'optimisation. Je pense qu'on partage le même objectif d'optimisation du système. Après, nous, la préoccupation, c'est que vous avez la vision et l'optimisation aux bornes du lot qui vous est confié. Nous, on a une réflexion qui est nationale. Et donc, on a une réflexion pour avoir une optimisation au niveau régional et national. On n'est pas sur la même granularité de champ d'action. Mais voilà, je pense qu'on partage tous le souci de rationalisation et d'efficacité du système au bénéfice de tous et des usagers avant tout. Et du coup, ce serait intéressant de partager un peu plus, puisque vous avez ces réflexions, de nous faire partager les éléments de réflexion, plutôt que de réfléchir, je caricature un peu certainement, de réfléchir de votre côté, de proposer un nouveau mode de fonctionnement, mais de nous intégrer, parce qu'on voit bien, sur certaines missions de base, c'est pas compliqué. S'il y a quelqu'un sur place, d'un opérateur quelconque, ça coûte toujours moins cher collectivement que ce soit cette personne-là qui fasse que d'aller mobiliser quelqu'un d'autre. Je prends juste un exemple, c'est un peu caricatural, mais on le voit bien, enfin,
Je prends l'exemple de la Bretagne. On assure un certain nombre de missions pour Gares et Connexions. Je pense qu'il n'y a pas eu de sujet. Je n'ai pas entendu dire que Gares et Connexions souhaitait reprendre ces missions et qu'il y avait, on arrive à utiliser et à faire de la polyvalence avec les agents. Et je pense que c'est un sujet qu'il est vraiment intéressant de partager à tous les niveaux et également avec les AO. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps d'échange extrêmement riche. Peut-être à présent, justement, parler AO et parler Île-de-France Mobilité. Donc, je vous en prie, vous avez 15 minutes également. Merci, c'est pas la meilleure place. Alors, je rebondirai sur ce qu'a dit Monsieur Mercader. Effectivement, on était dans un... et je pense que c'est un peu l'objet du master, enfin c'est au cœur du sujet du master que vous êtes en train de faire. On passe d'un modèle d'un monopole. Donc le monopole, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est permettre toutes les mutualisations dont parlait M. Mercader. Donc il faut faire attention, si on veut mutualiser au maximum, on ne changerait pas de modèle. Donc le législateur européen a décidé de changer le modèle. Le monopole, ce n'est pas bien, donc on va passer sur on est en train de faire ce qu'on appelle, c'est non pas une mise en concurrence, mais on est en train de démonopoliser un secteur. Donc on est en train de le découper en différents morceaux, et effectivement on est dans une phase de transition. Et on recrée des sphères différentes dans lesquelles les acteurs vont devoir trouver des optimisations. Et le pari du législateur européen, c'est que grâce effectivement à éventuellement une éventuelle mise en concurrence de sous-partie du monopole, les pertes de mutualisation seront plus que compensées par les gains issus de cette mise en concurrence. Et j'imagine, M. Mercader, que ce modèle-là vous sied. Ça vous permet justement, ça vous donne des opportunités de développement. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Je dirais un deuxième propos liminaire. La loi. Pour revenir un petit peu à la loi, donc la loi NPF et le décret objet de la réunion d'aujourd'hui définit comme principe l'unicité de la gestion des gares. À la base, c'est un monopole naturel, donc non sécable, non substituable. Donc, par le raisonnement économique naturel, dit c'est un monopole et ça devrait être géré comme un monopole. Et il faut se rappeler que le décret dont on parle aménage une exception à ce principe. Donc, ce dont on parle, c'est une exception. C'est pas quelque chose forcément qui devrait être peut-être généralisé, je ne sais pas. Mais il faut revenir aussi, c'est à la base. On est en train de parler d'une exception à un principe. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je pense que c'est important de remettre ça. Maintenant, je vais présenter aussi mon organisation. La petite télécommande. Donc, j'ai présenté mon organisation. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Bon, pas grave. Je réessaye. Parfait. Alors, donc, qui nous sommes ? Nous sommes Île-de-France Mobilité, on en parle un petit peu de nous. On est donc l'organisatrice des transports ou des mobilités en Île-de-France. Donc, à ce titre, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est aussi un petit peu spécial. Donc, on n'est pas la région. On est un établissement public administratif sui generis. Alors, je ne vais pas aller non plus dans le détail, ça nous met quelques contraintes, quelques avantages, mais c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, à ce titre, on a une sorte de délégation de la région pour organiser, financer les transports franciliens. Donc, on a un budget annuel, c'est utile de le rappeler, ça permet un peu de circonstancier. On a un budget annuel de 15 milliards d'euros, on investit à peu près un cinquième, un quart de ce montant-là tous les ans, notamment dans la modernisation, le développement, la construction de gares en Île-de-France. En tant qu'AOM, on détermine le niveau de l'offre et la qualité de service sur l'ensemble des réseaux de transport en commun, pas encore les routes, ça viendra peut-être un jour, pas toutes les routes, mais au moins les autoroutes franciliennes. Et donc à ce titre, ça inclut également, en tout cas on s'essaye, à essayer de déterminer le niveau de service que les usagers du réseau francilien sont en droit d'attendre quand ils fréquentent les gares franciliennes, propriété de Gareco.
On définit en lien très fort avec les opérateurs actuels, donc pour l'instant c'est les monopoles, le monopole SNCF ou les monopoles qui persisteront à la fin de la démonopolisation, donc Gareco, les projets d'investissement qu'on cofinance avec eux, et on essaie de piloter, c'est peut-être un peu fort, l'ensemble des programmes de modernisation des services dans nos gares. Très important aussi, on fixe la tarification du service. Donc vous êtes tous heureux de payer plus que 2,50 € ou 2 € si vous avez un pass Liberté Plus. Bon, tous heureux. Ça dépend pour les Parisiens intramuros sont peut-être moins heureux. Voilà, bon, les banlieusards le sont plus. Ils sont encore majoritaires, ça va. Donc, le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Alors là, je vais peut-être me concentrer un petit peu plus sur mon équipe. Donc nous, à Île-de-France Mobilité, on a une petite équipe, nous sommes tout petits, nous avons une dizaine de personnes en direct qui pilotent le processus. Alors, c'est petit, mais au-delà de tout ça, ça c'est l'équipe cœur. Après, toutes les directions métiers de la maison sont sollicitées parfois plus qu'ils ne le souhaiteraient pour contribuer justement à définir la politique d'Île-de-France Mobilité suite à ce processus de démonopolisation. Donc c'est dans tous les secteurs, dans tous les aspects métiers du transport, des transports en commun en Île-de-France. Et donc ça sollicite au final beaucoup plus de gens. C'est vraiment un processus transformationnel, aussi bien pour Gareco, mais également pour les AOM qui sont qui vont reprendre énormément de compétences, qui vont petit à petit disparaître suite justement à ce processus de démonopolisation. Le monopole assurait des fonctions qui ne pourront plus être assurées par la somme des opérateurs qui sont issus de ce processus. Donc, l'équipe de mise en concurrence, elle élabore la stratégie de démonopolisation, justement. Sur cette base de cette stratégie, elle définit l'allotissement des lignes, donc comment on va découper l'énorme monopole dont on hérite, et le calendrier qui en découle. Ce qu'on conçoit aussi, c'est le modèle économique des contrats de service public. Il y a eu des moments, M. Mercadet a parlé de prestations accessoires supplémentaires. Effectivement, c'était juste une question que je voulais poser, mais je voulais pas... qu'est-ce que vous aviez en tête derrière ces choses-là? Parce que, effectivement, dans l'organisation du modèle économique, on parlait d'optimisation, de mutualisation. L'objectif de l'autorité organisatrice au travers de ce processus, c'est mettre en place un modèle qui permettra, comme je l'ai dit, à toutes les sources d'optimisation du nouveau modèle de faire plus que compenser les pertes induites par cette démonopolisation. Et donc c'est en ça où on réfléchit, on essaie de concevoir un modèle économique qui va permettre à ces sources d'optimisation de se développer au maximum. On définit l'offre et les objectifs de performance et de qualité de service, donc régularité, ponctualité, propreté, donc là on se rapproche déjà de la gare, information voyageur, ça aussi c'est ce qui se passe, notamment dans les gares, mais également dans le matériel roulant. En plus de ça, on pilote les procédures. Une fois qu'on a une stratégie, une fois qu'on a un allotissement, une fois qu'on a un calendrier, on le met en œuvre. Et donc on pilote les procédures d'appel d'offres sur l'ensemble du processus jusqu'à l'entrée en vigueur des CSP, donc des contrats de service public. À ce moment-là, nous, on passe le relais, on a une transition, on passe le relais aux équipes d'exécution. D'abord une équipe de pré-exploitation qui va gérer toute cette phase de transition opérationnelle entre l'opérateur sortant et le nouvel opérateur, et ensuite une autre équipe qui va gérer le contrat en run, c'est-à-dire une fois que le nouvel opérateur aura repris l'exploitation du service. Alors, rapidement, et après on va passer à un autre sujet, où est-ce qu'on en est, nous, du côté de la mise en concurrence en Île-de-France? 2 contrats ont déjà été signés. Un a déjà vu sa reprise d'exploitation, c'est arrivé en mars 2025. Le fait que personne ne l'ait remarqué, personne ne l'ait noté, on estime que c'est plutôt un succès. C'est-à-dire que l'usager que vous êtes, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu dans la presse, c'est que la transition s'est faite en douceur, et on estime dans ce cas-là que ça s'est bien passé. On a un deuxième contrat, lui sera effectivement le deuxième où le sortant a perdu. Il a perdu pour un autre quasi-monopole public, mais c'est aussi à noter. Donc nous, ce sera un petit peu plus tard, la reprise de service d'un service en Île-de-France par un non-sortant. Ce sera en décembre de cette année, en décembre 2025, sur les lignes de tram-train T12, T13. Ce qu'on va très bientôt signer,
C'est le premier contrat sur du ferroviaire lourd, donc la ligne L. Je pense que ça peut un petit peu concerner... Non, la ligne L, elle passe loin quand même. Donc ça peut concerner peut-être des étudiants. Donc la ligne L qui devrait incessamment sous peu être attribuée et ensuite dans la foulée signée. Et donc lui, la reprise de service se ferait en décembre 2027. On a 2 procédures en cours qui sont déjà lancées, JN, mais on en a encore beaucoup. Et comme l'a rappelé Madame Laget à la meilleure, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Hein. On dit qu'on est jusqu'en 2032. Mais quand vous considérez le temps d'une procédure entre l'API qui nous oblige à un délai de 12 mois avant de lancer un APC, puis une procédure, c'est 2 ans. Et ensuite une période de préexploitation, 1 an et demi, 16 mois au minimum à cause de la contrainte du décret transfert de contrat de travail. Bon, nous on est royal, on met 18 mois. Je sais, je pense que vous pourrez réagir là-dessus, mais bon, 18 mois, on est à 4 ans et demi. Du moment où vous lancez l'API, au moment où il y a la reprise d'exploitation, c'est 4 ans et demi. On est en 2025. Si je lance un API aujourd'hui, la reprise d'exploitation, c'est pas avant 2030. Il me reste plus beaucoup de temps, voilà, c'était juste pour dire ça. Sachant que le réseau transilien, c'est 19 lignes, donc 4 RER. À lui tout seul, c'est l'équivalent de tout le trafic RER de toute la France. Pour faire simple, hein, Île-de-France, c'est 1/3 du trafic total ferroviaire en France, 1/3 c'est à peu près TER et 1/3 c'est tout le reste. Voilà. Donc nous, on a effectivement le process de mise en concurrence du réseau. On a 2 grandes étapes. On a la fin 2032 pour toutes les lignes Transilien. On a un peu plus de temps pour le RERE, qui est un petit peu l'animal un petit peu le mouton à 5 pattes. On doit le faire avant 2035, je crois. On peut entre 2025 et 2000... chaque fois, je me trompe sur celui-là. Et ensuite, le RER C et D avant 2039 et les RER A et B, effectivement, à l'horizon 2040. Donc voilà un petit peu le programme. Et je vais passer la parole à ma collègue qui va vous présenter un peu plus comment on applique. Effectivement, nous sommes les uniques, les meilleurs qui ont décidé d'activer le décret gare. Je te passe la parole, Christelle. Merci Jean-Alexandre. Donc, on l'a dit depuis le début de la soirée, donc on est aujourd'hui la seule autorité organisatrice des transports à avoir fait le choix d'activer ce fameux décret gare. Donc moi, je veux juste vous dire en quelques mots ce qu'on fait au quotidien dans le cadre de ce travail. Donc déjà, le choix de Île-de-France Mobilité, ça a été d'activer le décret. Donc de fait, on a récupéré toutes les missions du bloc 1, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a toute cette partie de mission, d'accueil, d'orientation du personnel, d'ouverture de fermeture de la gare, de gestion de petits services type gestion des objets trouvés, de sécurité incendie, qui n'est pas une petite mission, mais on verra plus tard d'ailleurs comment elle est gérée. Donc tout ça, ce sont des missions qu'on a récupérées de fait, et ensuite on a fait le choix de récupérer uniquement certaines missions du bloc 2. Donc là, on a fait une demande concernant le nettoyage des gares, une demande concernant l'entretien et la maintenance des équipements en gare. Donc c'est tout ce qui concerne les écrans d'information voyageurs, les caméras, les assises, enfin tous ces équipements que vous connaissez bien. Et donc ces 2 demandes de délégation ont été accordées sans trop de difficultés par Gares et Connexions. En revanche, on a fait une 3e demande qui est de récupérer la sûreté et le gardiennage dans les gares d'Île-de-France. Aujourd'hui, on n'a pas d'accord sur ce sujet, donc c'est un sujet qui est porté à très haut niveau chez Île-de-France Mobilité, donc des échanges à très haut niveau pour que Île-de-France Mobilité récupère cette mission de sûreté dans les gares. Donc notre travail, une fois qu'on a fait cette demande de délégation, c'est de définir le périmètre des gares qui pourront être reprises. Donc ça concerne pour une ligne donnée des gares qui peuvent être 100% en Île-de-France ou des gares qui peuvent être hors Île-de-France dès lors qu'elles sont éligibles. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'éligibilité, c'est les 95% d'arrêts qui vont être gérés dans les gares par une même autorité organisatrice. Donc même si la gare est située hors Île-de-France, ce qui peut se produire, dès lors qu'on atteint ces 95% d'arrêts gérés par Île-de-France Mobilité, on peut en faire la demande de délégation.
avec un accord de l'autorité organisatrice limitrophe. Là aussi, peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais bon, c'est relativement complexe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ensuite un gros travail de collecte de données qui est engagé avec Gares & Connexions, puisque le choix de Gares & Connexions n'est pas d'exercer en propre les missions qui lui sont déléguées, le choix d'Île-de-France Mobilité, par Gares & Connexions, mais bien de les subdéléguer dans le cadre de nos contrats de service public, et donc d'inscrire en fait dans ces contrats-là, en plus des missions d'exploitation, donc de desserte par l'opérateur, des missions de gestion de gare. Donc, pour pouvoir, faire en sorte que la concurrence soit le plus équitable possible, on travaille avec Gares & Connexions pour transmettre un maximum de données et de documentation technique pour que les opérateurs comprennent ce qu'on leur demande, surtout pour qu'ils puissent faire un chiffrage qui soit optimisé et éviter qu'ils provisionnent tout un tas de choses, parce qu'en fait, ils sont complètement dans le flou, et comme ils ne savent pas faire, ils provisionnent. Et donc, notre objectif d'optimisation financière est un petit peu mis de côté si, justement, les transporteurs n'ont pas les éléments pour faire une offre compétitive. Donc, ce travail de collecte de données, je ne vous cache pas qu'il prend quand même un certain temps, puisque en Île-de-France, Gares & Connexions assure historiquement très peu de missions et a justement délégué la plupart de ses missions à Transilien. Donc on parle avec Gares & Connexions, qui va avoir aujourd'hui son délégataire Transilien pour qu'il lui fasse passer des données qu'il ne veut pas toujours donner. Puis ensuite, Gares & Connexions analyse la qualité des données et nous, on les retransfère dans les CSP. Donc ça nous prend un petit peu de temps, on peut le dire. Ensuite, on a donc le cas des gares où il y a un seul opérateur, donc une gare qui est desservie par un seul opérateur. Ça, c'est assez simple, hein, donc on lui délègue la mission aussi de gestion de gare. Et quand il y a plusieurs opérateurs qui vont desservir une même gare, sachant qu'on ne peut avoir qu'un seul gestionnaire de gare, on a fait un choix, et le principe interne à Île-de-France Mobilité, puisqu'il aurait pu être différent, c'est de confier la mission de gestionnaire de gare à l'opérateur transporteur, enfin au transporteur, je vais essayer d'utiliser toujours les mêmes termes, au transporteur qui est majoritaire en termes de trafic dans cette gare-là. Donc ça évite... alors le toucher-gare, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, donc je voulais peut-être pas introduire une nouvelle notion, mais bon, je préfère pas en parler. C'est vraiment en termes d'arrêt, toucher-gare, bon, c'est assez logique, d'arrêt en gare. Donc s'il est majoritaire, on lui confie ces missions-là. Ensuite, on négocie des conventions, donc la convention bipartite, qui est prévue dans l'article 6 du décret gare, avec Île-de-France Mobilité, donc nous avec Gares & Connexions. Ensuite, on a une convention tripartite qui doit être signée avec l'opérateur attributaire. Donc une fois qu'on a désigné notre opérateur, on l'engage, on lui rend opposable un certain nombre de missions qu'on lui confie, donc dans la bipartite. Et cette convention, elle précise les modalités de réalisation des missions, c'est-à-dire que Gares & Connexions, quand elle nous délègue des missions, va nous dire qu'il faut la réaliser selon un certain nombre, une organisation qui est définie dans le document de référence des gares. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est assez cadré, mais tout ça figure dans la bipartite. Alors je vais juste prendre quelques minutes pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en toute logique, nos conventions bipartites, elles devraient être signées en amont de la publication de l'appel public à concurrence. Et alors, là, moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille sur la mise en concurrence, ça ne s'est jamais fait. On n'y arrive pas. Donc, on n'arrive pas à avoir des conventions qui soient signées avant, finalement, la rédaction de notre CSP. Donc, souvent, on a quand même une trame qui est bien avancée de convention. Donc, on joint cette convention dans les pièces de notre contrat de service public. Donc c'est une annexe à notre contrat de service public et l'opérateur, les candidats en prennent connaissance et peuvent ensuite formuler leur offre là-dessus, sur cette base-là. Une fois donc tout ça, toutes ces étapes-là ont été franchies, donc ce que disait Jean-Alexandre, le contrat est signé. À ce moment-là commence ce qu'on appelle la pré-exploitation et il y a un travail qui continue avec les équipes en charge de la pré-exploitation, chez nous, chez l'opérateur, chez Gares & Connexions, pour élaborer un plan de reprise. Donc c'est là, aller un petit peu plus dans le détail, dans le cadre de la réalisation des missions. Là, on va parler comment j'ai accès aux clés de ceci, cela, comment je connecte mon système d'information, des choses beaucoup plus précises. Peut-être passer rapidement, mais on a parlé du bloc 1 et du bloc 2, donc pour les personnes qui ne l'auraient pas tout à fait en tête, mais je pense qu'il y en a peu ici. Donc le bloc 1, c'est ces missions d'accueil, d'ouverture, de fermeture, de gestion des objets trouvés. Donc tout ça, c'est le bloc 1, on le reprend. Et le bloc 2,
on a repris on a demandé la délégation des missions de nettoyage, de sûreté et de maintenance. Et pour le moment, on a un accord sur le nettoyage et sur la maintenance et pas sur la sûreté, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. On n'a pas fait la demande concernant la gestion de l'information collective à distance, en gros l'information que vous entendez dans les gares, la sonorisation des gares, parce que Gares & Connexions a développé un outil live donc qui répondait à nos exigences. Et voilà, ça n'avait pas de sens en fait de demander à chaque opérateur de construire son propre outil. C'était complètement stupide en fait et coûteux. Ensuite, la mise à disposition des espaces et des locaux. Donc ça reste une mission de Gares & Connexions qui se gère à travers d'ailleurs le contrat d'accès gare, pas forcément... Enfin bref, il y a tout un tas d'outils qui permettent de gérer cette mise à disposition des locaux. La maintenance lourde des installations et la gestion des programmes d'investissement, ça aussi sont deux missions qu'on n'avait pas vraiment intérêt à récupérer et qui de toute façon sont très bien gérées par Gares & Connexions et qui n'ont pas franchement, enfin qui n'ont jamais été déléguées aujourd'hui à Transilien, donc il n'y avait pas de sujet pour nous là-dessus. Pourquoi est-ce que Île-de-France Mobilité, finalement, a choisi d'activer ce décret gare ? C'est une question, puisque personne ne l'a fait. Donc nous, ce qui nous a principalement motivés, c'est de chercher à améliorer la qualité de service pour les voyageurs. Donc peut-être rappeler un peu comment on fonctionne aujourd'hui. Quand Île-de-France Mobilité négocie avec un monopole, elle n'est pas franchement en position de force. Voilà. On négocie, enfin c'est quand même une négociation avec un monopole. Donc s'il nous dit non, c'est non. Quand on fait un contrat de service public, ce sont des contrats d'adhésion. Donc on publie un contrat de service public, les candidats répondent à notre appel d'offres. Ils ne vont pas nous dire « non, moi vous me demandez ce niveau-là de qualité de service, je ne suis pas d'accord ». Ils ne candidatent pas. Enfin, vous connaissez le sujet, voilà. Donc c'est vraiment pour nous, ça nous permet de fixer des objectifs de qualité de service à notre discrétion, donc d'aller au-delà de ce qu'on peut négocier aujourd'hui dans le cadre des contrats qu'on a en monopole, bien sûr au-delà du DRG, mais ça, on va déjà au-delà du DRG dans notre contractualisation actuelle, donc hors CSP, mais bon, ça nous permet encore d'aller plus loin. Donc c'était quand même la principale motivation. On avait aussi un sujet sur la transparence sur les coûts, parce qu'aujourd'hui, on a finalement, ce qu'on paye et ce qui est validé par l'ART, ce sont des touches et gares. Donc c'est en gros Gares & Connexions qui va faire son calcul pour voir ce que coûte en fait, quel est le montant de l'ensemble des services qu'il propose aux transporteurs. Et ensuite, chaque transporteur va payer en fait à chaque fois qu'il s'arrête dans la gare, une sorte de péage en fait qu'on appelle le touche et gare, mais au final c'est Île-de-France Mobilité qui le paye, puisque bien sûr tout ça nous est refacturé dans la facture annuelle des transporteurs. Donc nous on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité là, tout est aggloméré, on n'a pas vraiment de détails, on paye sur l'ensemble du réseau, donc on avait besoin d'avoir cette transparence. Peut-être même avant l'optimisation, bien sûr on cherche aussi l'optimisation, mais déjà avoir de la transparence, pour nous c'était quand même quelque chose d'important. Ensuite, bien sûr, il y a tous les sujets marketing, donc on voulait aussi laisser plus de place à l'innovation. Et c'est vrai qu'ouvrir à la concurrence sans ouvrir le serviciel à la concurrence, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas 56 façons de conduire des trains, mais il y a peut-être plusieurs façons d'aménager des gares, des guichets, de venir, de se rapprocher du voyageur pour lui proposer tout un tas de services. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a quand même des choses intéressantes dans les offres qui sont faites par les candidats. Donc il y avait quand même ce volet innovation. De réduire ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en gare des missions que l'on active ou pas le décret gare, restent des missions transporteurs. Et ça peut être assez étrange vu de l'extérieur, mais par exemple, tout ce qui concerne la billettique, donc le guichet de vente de titres, les automates, les valideurs, tout ça, ça reste des missions de transporteurs. Donc aujourd'hui, même si on ne fait pas le choix d'activer le décret gare, notre transporteur va avoir des agents en gare qui vont venir pour entretenir les équipements, mais aussi pour vendre des tickets dans la gare. Donc c'est vrai que ça a quand même plus de sens lorsqu'on a du personnel présent en gare, de lui confier aussi des missions qui sont celles de Gares & Connexions et qui vont pouvoir permettre de la polyvalence, déjà pour le personnel, et puis d'optimiser les coûts. Et cette polyvalence, elle est importante aussi parce que, c'est un petit aparté social, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais les agents en gare sont quand même des personnels qui sont plutôt pas très bien payés par rapport aux conducteurs de train.
il y a quand même un taux d'absentéisme qui est important. Et donc, si on lui dit, toi, tu regarderas, quand tu feras le tour de garde, tu regarderas tes pieds, puis toi, tu regarderas tes mains. Enfin, c'est vrai que c'est plus intéressant de leur confier plus de missions. Comme ça, on peut varier un petit peu leur programme. On peut davantage s'adapter aussi, je ne sais pas, des attentes, des préférences de certains agents. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et nous, on est quand même assez sensible lors de nos analyses d'offres à ces points-là. N'est-ce pas, Jean-Alexandre? Il faut que tu me regardes. Mais voilà, comme c'était un point important pour nous, de pouvoir, grâce à cette délégation, avoir plus de polyvalence. Ensuite, on a des missions aujourd'hui qui sont, par exemple, la mission de sûreté. Il y a des agents, quand vous prenez le train, vous voyez bien, il y a des agents de sûreté qui sont à l'intérieur des trains. Et si on ne récupère pas la mission de sûreté dans les gares, en fait, on ne pourra pas mutualiser avec ceux qui sont dans la gare. Donc, c'est vrai que c'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment un continuum, alors qu'en fait, on peut interpeller quelqu'un dans le train, descendre dans une gare, gérer le problème. Si on n'a pas cette mutualisation-là sur la sûreté, alors là, c'est remonté au Conseil d'État, tout ça, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ce sujet délicat de la sûreté. Mais bon, c'est vrai que quand même, ça nous paraissait quand même être une bonne chose. Et puis la polyvalence et la productivité, on en a parlé, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais quand même, on avait un certain nombre d'arguments forts, en tout cas, et puis aussi une volonté politique et de notre direction générale de reprendre ces missions-là. Je crois que j'ai fait le tour. Donc là, c'était le côté pile. Le côté, c'est bien. Bon, je voulais juste rajouter une petite chose sur la remise des données. Sans vouloir faire du SNCF Gareco bashing, j'oserais dire quand même qu'il y a encore des progrès à faire sur effectivement la mise à disposition des données. C'est pas facile, effectivement, c'était pas prévu. Il y a un certain nombre de données, effectivement, nous aussi, auxquelles on court après pour permettre effectivement de mettre sur un meilleur pied d'égalité l'ensemble des acteurs du système, pour que les offres aussi soient les meilleures possibles. Parce qu'effectivement, s'il manque d'informations, un candidat normalement constitué, à qui on impose de reprendre une mission sur laquelle il manque d'informations, il va me mettre des provisions. Et moi, les provisions, ça m'attriste, parce que ça me coûte de l'argent. Et effectivement, après, on nous fait des reproches sur l'efficacité de la mise en concurrence. Donc, si vous pouvez faire assez rapidement pour essayer de respecter un temps de parole. Très rapide. Merci beaucoup. Co-responsabilité. Alors pourquoi tous les défauts maintenant du décret gare? Donc le décret gare, malgré toute sa bonne volonté, et c'est peut-être encore plus prégnant en Île-de-France, il y a beaucoup de co-responsabilité. Mine de rien, Île-de-France Mobilité, Gareco reste un acteur important dans toutes les gares, activées ou pas activées de décret. Donc, de toute façon, il y a des interfaces assez fortes qui peuvent générer des frictions, des co-responsabilités. Qui dit co-responsabilité, soit vous avez une manière objective de les partager, et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais sinon, quand il y a de la co-responsabilité, souvent personne n'est vraiment responsable. Et ça nous gêne un petit peu. Surtout que nous, en tant qu'AO, on répond de la globalité du service. L'usager, quand il traverse une gare, il ne veut pas savoir si l'élévatique, c'est la responsabilité de quelqu'un, si l'ouverture de la gare, c'est la responsabilité d'un autre, ou si la propreté, c'est la responsabilité de la personne. Il va dire, cette gare, elle est sale, elle est mal foutue. Il va avoir une vision globale du service. Et donc ça nous coûte politiquement, et ça coûtera principalement, souvent, à l'opérateur qui sera identifié. Pas forcément Gareco, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il y aura un seul responsable. Le usager pense qu'il y a une seule personne de responsable dans la gare. Pas deux, pas trois, une seule. Une organisation des systèmes d'information, donc ça, on a parlé de live, effectivement, en parallèle de la démonopolisation, Gareco développe un système, prend pleinement sa responsabilité de monopoliste de la diffusion d'informations voyageurs. Bon, c'est les deux processus qui sont concomitants, qui créent des frictions. Vous en avez parlé. Bon, c'est quelque chose, effectivement, des plâtres à essuyer, mais je pense que ça va se stabiliser, on l'espère assez rapidement. Il y a aussi des interfaces de mise en œuvre, de prise en main des SI mis à disposition par Gareco. Vous avez parlé des... alors, je ne connais pas les noms des logiciels, mais les objets trouvés, les PMR, etc., Oboto, Assistant Gare, etc. Donc ça aussi, ça crée des interfaces, encore une fois. Vous êtes en premier rang, mais vous utilisez un service de deuxième rang, et ça crée encore des interfaces.
La mise en œuvre contractuelle conventionnelle, donc ça demande beaucoup de ressources, hein. C'est peut-être aussi pour ça. Le législateur, enfin le régulateur n'a peut-être pas voulu forcément faire le plus simple quand il a écrit ce décret. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On vous l'a dit, on ne les a pas encore signés, on n'a pas fait une avant de lancer l'APC. On vit tous, Gareco est heureux, hein, on vit heureux, mais dans l'illégalité. Bon, personne ne nous attaque, et je pense que ça ne porterait pas sur les procédures parce que ça ne gêne personne, mais effectivement, on n'arrive pas à respecter les demandes de la législation. Manque de lisibilité pour les candidats, ça c'est un peu lié aux données, donc on s'améliore progressivement, ça va s'améliorer, mais fondamentalement, c'est une fois qu'on aura les données en place, ça devrait aller. Des conventions à négocier aussi, donc entre AOM, l'article 3 du décret gare. Donc nous, on est une AOM qui a des services qui vont au-delà. Nous encore pas trop. Mais effectivement, on dessert des gares hors Île-de-France à 100%. Mais donc on est le seul opérateur, là on est mono AOM. Pour pouvoir reprendre, activer le décret gare sur ces gares-là, il faut que je demande une autorisation, que je signe une convention avec l'AOM limitrophe et que les conventions soient validées dans les mêmes termes, comme le dit l'article 3, dans les mêmes termes par les deux organes délibérants. Bon, je ne vous fais pas un dessin, mais ce n'est pas très simple à mettre en place. Et quand vous êtes la région X, qui n'a aucun service dans cette gare et que c'est excessivement, on va dire, très, très limitrophe de l'Île-de-France, l'intérêt, pour mobiliser l'intérêt de votre interlocuteur, notre force parfois est limitée. Pourtant, on a des ressources. En définitive, et je conclurai, l'activation du décret gare, des possibilités, mais ça demeure encore très complexe et on espère que les acteurs du système peut-être un jour se mettront prochain autour de la table pour améliorer le cadre réglementaire. Parce que, bon, on y arrive, on peut le faire, mais c'est très dur. Et on pense que la solution n'est pas qu'à la marge du décret. Peut-être qu'il faudrait retoucher à la substance du décret. Et effectivement, hein, comme on l'a aussi, peut-être encore un reproche à Gareco, à ma voisine, mais c'est aussi un reproche où je comprends sa position. C'est quand on va, et pour répondre un peu à votre souhait de flexibilité, M. Mercader, effectivement, plus de flexibilité serait recherchée. Après, ce qu'on peut vous reprocher, mais après, c'est à votre corps défendant, vous manquez de flexibilité, vous avez une approche très nationale sur certains sujets, c'est bien, mais parfois, effectivement, plus de flexibilité, et je peux vous comprendre, si vous donnez quelque chose, vous accordez peut-être des choses, une organisation chez l'un, vous aurez beaucoup de mal à ne pas l'accorder quelque chose, et je pense que c'est ça qui, à votre corps défendant, vous empêche à être plus flexible dans les différentes régions. Je ne sais pas s'il y a une solution, mais ce serait bien de trouver quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, il nous reste 5-10 minutes pour faire encore quelques échanges, si ça vous va. Si certains ont des questions, même dans le public, qui n'hésitent pas à se manifester, on va pouvoir faire tourner un micro. Non, justement, c'est un sujet parce qu'on est dans le flou sur le cadre de réalisation de ces missions et ça reste une éventualité. Donc quand ça a été inscrit de manière ferme dans les projets de contrat de service public, on a réussi en général à faire comprendre aux AO qu'on ne pouvait pas prendre de risques et s'engager en fait sur des recettes très hypothétiques et sans être certain du cadre. Après, on a pu avoir des discussions avec certaines régions qui nous incitaient et nous invitaient à potentiellement répondre à de futurs appels d'offres de Gares & Connexions qui confieraient via ce biais les prestations anciennement réalisées pour son compte par SNCF Voyageurs. Et c'est envisageable, mais du coup, on ne peut pas en tenir compte, nous, quand on répond aux appels d'offres, parce que ça reste très hypothétique. Et après, ça me permet de faire le lien avec ce que vous disiez, Madame Guibou, mais on
on peut s'interroger aujourd'hui sur la capacité de Gares et Connexions à reprendre en direct toutes les missions, considérant le nombre d'appels d'offres en cours. Et du coup, moi j'ai une question sur les appels d'offres qui ont été gagnés par des filiales de SNCF Voyageurs et sur comment aujourd'hui ces filiales gèrent ce sujet des prestations en gare. Est-ce qu'il y a une poursuite du modèle ancien ou... C'est pas possible. Les filiales qui ont répondu aux appels d'offres, elles ont exercé les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la délégation qui leur est accordée. Elles n'ont pas de mission supplémentaire. Et effectivement, quand je dis Gares et Connexions reprend propre les missions, on a plusieurs modèles. Soit ce sont des missions qui sont effectivement reprises en propre par du personnel Gares et Connexions, soit on lance des appels d'offres, donc ce sera des marchés publics en fait. Et après, il y a un troisième modèle qui est de faire autrement. Et c'est notamment en partie l'objet du programme Smart Station qui permet l'ouverture et la fermeture à distance de certaines gares et donc du coup qui remplace le tour de gare. Donc il y a plusieurs modèles en réalité de reprise d'émissions par Gares et Connexions qui sont en cours de réflexion au sein de Gares et Connexions. Ouais, sachant qu'on en est vraiment au début de l'ouverture à la concurrence. Hein, donc voilà, aujourd'hui, on teste, on regarde. Effectivement, je pense que nous, on pensait que le décret monotransporteur serait plus activé que ça. Et donc là, on est en train de s'adapter à cette non-activation du décret, en fait. Mais du coup, il y a potentiellement un vrai sujet sur le calibrage des effectifs des personnels transférables. Le calibrage est fait. Hein. On n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Les gens, pour répondre, nous, dans nos accords ETP, on distingue les gens qui sont purs transporteurs des services gares, pour justement gérer le problème. Donc ça c'est assez quantifiable. Hein. C'est le problème de la quantification des agents contribuant au service relevant purement de la délégation de Gareco. En tout cas, en Ile-de-France, le groupe SNCF Voyageurs sait le faire. Ils ont des outils pour le faire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas le cas partout. Et donc, il y a des cas où il y a les effectifs correspondants et on n'a pas les missions. Et ce sera intéressant. Donc, sur l'étoile de Nice, sur l'étoile d'Amiens, vous nous dites donc aujourd'hui, c'est Gares et Connexions qui effectue toutes les missions de Gares et Connexions sur ces 2 étoiles. Je pense que ce sera à regarder parce qu'on n'a pas vu passer d'appel d'offres, donc on est quand même... Mais je pense qu'après, il y a peut-être des sujets de mise en place progressive. Hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur ce qui avait motivé Île-de-France Mobilité, je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris, mais aujourd'hui, Gares et Connexions, dans sa forme actuelle, est quand même un organisme assez récent. Et donc, la plupart de ses missions sont déléguées à Transilien, donc à SNCF Voyageurs. Donc, si nous n'avions pas fait en Île-de-France, je ne sais pas exactement... C'est un modèle certainement, oui, j'imagine. Et donc, si nous, côté Île-de-France Mobilité, nous n'avions pas fait le choix d'activer ce décret, on aurait eu un nouvel entrant, exploitant de la gare, avec une gare nettoyée, entretenue, tout ça, non pas par Gares et Connexions, puisque Gares et Connexions n'avait pas le personnel ni la possibilité de reprendre toutes ces missions dans les temps impartis, mais par Transilien, par SNCF. Donc, autant vous dire que, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais peut-être que ces gares n'auraient pas été celles sur lesquelles il aurait mis le paquet, comme on dit. Donc c'est pour ça aussi que ça nous a pas mal motivés pour reprendre ces missions. Et aussi peut-être parce que je travaille toutes les semaines avec les équipes de Gares et Connexions, que je trouve quand même très mobilisées, en tout cas en Ile-de-France, pour essayer
vraiment de rétablir une équité de traitement. Et c'est difficile de récupérer les données, mais je pense qu'aussi l'ouverture à la concurrence se fait dans des délais qui sont relativement courts, que nous, on a fait notre choix d'allotissement, qu'on a défini notre calendrier, qu'on l'a fait passer à notre conseil d'administration et qu'on n'a pas vraiment, enfin, on a mis un peu Gare et Connexion parfois devant le fait accompli en disant maintenant on ouvre cette ligne, maintenant mettez-vous de bataille. Bon, je pense qu'on peut aussi, enfin, on a émis beaucoup de critiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi des explications qui font que parfois ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Mais en tout cas, les équipes sont mobilisées. Merci. On a encore le temps pour une question, peut-être dans la salle. Peut-être juste une remarque un peu conclusive d'universitaire, moins technicienne de la matière. À vous entendre, je me rends compte que finalement l'ouverture à la concurrence, c'est un long processus, plein de surprises, on apprend en marchant. Et finalement, alors nous, en tant qu'universitaires, et s'intéressant à l'ouverture à la concurrence, au départ, on était beaucoup sur l'accès au réseau, toutes ces questions, etc. Mais sur les gares, c'était pas la question qui sur laquelle on se penchait le plus. On imaginait bien tous ces modèles, mais c'est vrai que, comme vous dites, maintenant on s'adapte. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de se dire que pour le gestionnaire des gares actuelles, enfin disons que pour SNCF Gare et Connexion, la concurrence peut être une opportunité, comme elle l'est, il faut qu'elle l'entende ainsi, que les AO considèrent que c'est une opportunité et que de nouveaux modèles, le législateur va peut-être à un moment donné modifier ce décret. L'autorité de régulation des transports est là aussi pour sonner peut-être l'alarme. Enfin, j'espère que c'est un sujet qui les intéresse, mais c'est vrai que voilà, je pense que les choses, ce serait bien que les choses évoluent. Et puis c'est aussi intéressant de voir que les données sont au cœur du système. Pour tous les obstacles, dans tous les obstacles à l'ouverture à la concurrence, l'accès aux données est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est jamais facile d'être la position de l'ancien monopole et de faire partir du groupe SNCF, parce qu'évidemment, on doit ouvrir les choses. Tout le monde nous demande beaucoup de choses. Enfin, je n'en fais pas partie, donc. Mais je comprends que Madame Guibou, c'est pas toujours évident d'être dans cette position. Et en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé tous ces éléments. Mais je laisse la parole à nos deux organisateurs, co-organisateurs. Oui, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci à tous nos intervenants d'avoir accepté de venir. Et on a un petit cocktail organisé si vous voulez un peu prolonger les discussions. Merci.